J'entends encore ça parfois. Ah, moi, je travaille 70 heures par semaine. Je peux te dire, moi, comme PDG, là, quand j'avais fait 45 heures dans une semaine, là, c'était mon gros max. L'intelligence artificielle, pour la déficience visuelle, c'est un énorme pas en avant. J'ai jamais été non plus un entrepreneur qui prenait toutes les décisions. Les investissements pour aller à l'international sont pas énormes si c'est bien fait. Simon, c'est déjà la fin de notre première saison de À ton tour. 5 épisodes et je pense que c'était un crescendo vers notre dernier invité, Gilles Pépin. Parle-moi de comment ça a été ton entrevue avec lui. Gilles, c'est un ingénieur de formation qui se dirigeait pas du tout vers le monde de l'entrepreneuriat, le monde de la gestion d'entreprise. Puis à un moment donné, dans sa jeune carrière, il y a eu une opportunité là, qui ne se refusait pas, qui a sauté à pieds joints là-dessus, puis il en a fait un succès. Ouais, puis moi, j'étais un peu jaloux parce que c'est probablement l'entrepreneur qui a eu un gros taux de succès, qui a quand même réussi à trouver un équilibre travail, famille, santé mentale, puis vers la fin, je veux dire, on s'est mis à geeker sur un des produits qu'ils ont développé pour les gens avec des difficultés visuelles. Franchement, épisode à ne pas manquer. Gilles, c'est à ton tour. Salut Gilles. Salut Simon. Très heureux de te recevoir. 5e et dernier invité de notre saison 1 du balado à ton tour de Drummond Économique. Grand plaisir d'être là. D'entrée de jeu, je veux que tu me parles de Humanware, l'entreprise que tu as fondée. Tu es le fondateur de Humanware. Très grande entreprise qui est partout dans le monde aujourd'hui, en fait à plusieurs places dans le monde. Fait que pour placer les gens en contexte, peut-être qu'ils ont vu le bâtiment sur le bord de l'autoroute ici à Drummondville, mais parle-nous de Humanware aujourd'hui. C'est combien d'employés? C'est présent dans combien de pays? Puis on touche à quel domaine? D'accord. Ben écoute, d'abord, Humanware, c'est une entreprise une entreprise de haute technologie qui s'est intéressée dès le départ à aider les personnes qui ont une déficience visuelle, donc des gens qui soit ont une cécité complète, qui utilisent soit du braille ou soit de l'audio pour communiquer, et des personnes aussi qui ont une basse vision, c'est-à-dire des personnes qui vont utiliser leurs yeux pour lire, pour écrire, mais ont besoin d'aide, de grossissement, d'éclairage, de toutes sortes d'éléments là, qui leur permettent de lire et d'écrire. Donc, le but, la mission de Humanware, c'est vraiment d'être capable de leur fournir des outils pour que ces gens-là puissent, comme nous autres, développer leur plein potentiel, participer à la société comme tout le monde et je dirais même avoir du plaisir, avoir des hobbies, pouvoir faire tout ce qu'on fait nous autres aussi. C'est parti où ça, l'idée d'avoir ce type d'entreprise-là? Est-ce que c'est un projet entrepreneurial qui a commencé à l'époque de l'université? Comment on en arrive en tant que jeune entrepreneur ou pas encore entrepreneur à partir cette idée-là dans le domaine là, des gens qui ont des besoins là, de malvoyance ou quoi que ce soit? Ben, écoute, tu sais, le parcours d'un entrepreneur, en tout cas pour moi, c'était pas quelque chose de prédéterminé du tout. C'est-à-dire que jamais je me suis assis quand j'étais jeune ou même plus tard puis dire j'aimerais démarrer une entreprise, je veux démarrer une entreprise. Ça n'a jamais été le cas. Il y a des événements, je pense, qui nous amènent à graduellement à être un entrepreneur. Je pense qu'une des choses, c'est un grand sens des responsabilités qui vient de différentes façons. Moi, je le dis souvent, mais la petite histoire, il y a 2-3 facteurs, je pense, qui ont... Ça a été réfléchi a posteriori, là, pas avant. Mais d'abord, mon père a quitté ma mère quand on était jeune. Et puis, lorsque j'avais à peu près 10 ans, je me souviens, ma mère est arrivée avec un constat à un moment donné, peut-être un petit peu découragé, mais moi, je pensais que c'était sérieux. Elle, c'était peut-être une joke qu'elle me faisait, qu'elle disait « T'es rendu l'homme de la famille ». Puis, tu sais, j'avais 10 ans, fait que moi, j'ai pris ça au sérieux, je pense. Fait que ça m'a toujours donné un certain sens de responsabilité qui fait en sorte, puis de leadership, tu sais, quand il y avait quelque chose, même avec mes amis, tout ça, ou même dans le sport, je prenais ça au sérieux. J'étais comme, OK, c'est à moi à faire quelque chose avec ça. De la minute qu'on me donne une responsabilité, je la prends, puis je la prends solide. Fait que ça a peut-être été un élément déterminant.
Après ça, tu sais, j'ai déjà eu à expliquer pourquoi je suis entrepreneur, puis j'avais identifié comme deuxième facteur au cégep, à mon époque, c'était le début des cours de philo, par exemple, puis il y avait des gens qui étaient plus du côté social, mais on s'ouvrait tous des cours de philo. Puis j'avais une blonde à l'époque qui m'était arrivée avec le principe, parce que je m'en allais faire un cours en génie. Puis elle, c'était simple pour elle, les ingénieurs, les industries, c'était juste pour abuser des pauvres travailleurs et tout ça. Et moi, je lui avais répondu quelque chose comme non, je pense que la technologie peut vraiment aider les gens si on l'utilise comme il faut. Je dis ça maintenant, je n'ai peut-être pas dit ça dans ces mots-là à l'époque, là. Mais pour moi, c'était comme, ouais, OK, il y a un petit défi, là, il y a quelque chose, là. Je sais pas, moi, je ne laisse certainement pas essayer d'abuser des travailleurs ou quoi que ce soit. Fait que ça a probablement déterminé certains éléments. Mais après ça, c'est un concours d'événements. Je dis parfois, tu sais, Steve Jobs ou d'autres entrepreneurs en technologie, s'ils étaient nés 5 ans plus tôt ou s'ils étaient nés 5 ans plus tard, ils n'auraient jamais fait ce qu'ils ont fait. C'est une fenêtre d'opportunité. Il y a une question de timing là, effrayant. Donc, le domaine de la déficience visuelle, les technologies, moi, quand je suis sorti de l'université, en fait, les premiers PC personnels là, sont arrivés, les IBM PC sont arrivés en 1982-83 sur le marché. Il y avait du Apple un petit peu avant, là, mais ces produits-là. Et c'est là que les personnes qui ont une déficience visuelle ont pu avoir accès à de la technologie. On a pu amener certains produits. Et la petite histoire, c'est que moi, je me suis retrouvé, en fait, quand j'ai terminé ma maîtrise en génie, je suis allé travailler pour une firme d'ingénieurs conseil à Montréal. Et cette firme-là, on faisait toutes sortes de projets, dont, en fait, on installait les tours cellulaires pour... Le cellulaire n'existait pas à l'époque. Fait qu'on a commencé à installer les tours cellulaires le long de la 20 entre Montréal et Québec, à travailler sur des projets comme ceux-là. Et puis, un bon jour, il y a eu... moi, j'habitais à Longueuil, puis je travaillais à Montréal. Et il y a un institut pour les aveugles qui s'appelle l'Institut Nazareth et Louis Braille, qui a en fait publié une offre de service, en fait, là, pour demander aux firmes de télécommunications, d'ingénieurs en télécommunications, de l'aide pour aider ces nouvelles technologies qui arrivaient sur le marché, puis les aider, eux, à pouvoir s'approprier ces technologies-là. Fait que moi, j'ai vu ça. Je suis allé voir l'associé, puis j'ai dit Hubert, il faudrait qu'on aille faire une présentation. Ça m'intéresse, c'est sa Rive-Sud, pas trop loin de chez moi. Fait que puis lui habitait sa Rive-Sud aussi. Fait qu'on est allé faire une présentation, on a gagné le contrat. Et moi, j'ai commencé à travailler pour cet institut-là de l'ordre de une journée, 2 journées par semaine. C'était un des contrats qu'on avait. Et j'ai travaillé pendant 2 ans, 2 ans et demi avec eux. Et c'est dans ce cadre-là, là, tu sais, j'ai fait des choses avec eux. On a commencé à développer un premier projet, un premier produit. Puis, dans ce cadre-là, il est arrivé un événement pour moi qui n'était pas du tout planifié. J'étais comme, pour moi, c'était comme je travaillais, j'aidais les gens à s'approprier ces technologies-là. Et le directeur général, que je connaissais bien, qui était vraiment un fanatique de la technologie, il avait vraiment perçu que les personnes aveugles allaient vraiment pouvoir bénéficier de ces technologies-là. Et il m'a fait venir dans son bureau un beau jeudi après-midi, puis il m'a dit « Jules, je voudrais que tu démarres une entreprise en technologie. On va te prêter 300 000 $. Et tu vas démarrer ça. » T'as quel âge à ce moment-là? J'ai 27 ans au moment où il me dit ça. Est-ce que tu sens une opportunité, certes, mais une pression, du moins, ça a été un peu peut-être la tape dans le dos entrepreneuriale que tu avais besoin pour te lancer? Ouais, je te dirais, c'est plus de l'innocence. Je suis complètement innocent. Je ne savais pas dans quoi réellement je m'embarquais, mais je me sentais quand même bien... en contrôle. En contrôle de ça. Je connaissais bien la technologie. Je savais que, en fait, on avait commencé à développer un produit au sein de cet institut, l'Institut Nazareth et Louis Braille. Et c'est un produit que je savais qu'il avait énormément de potentiel. C'est un produit qui était en lien aussi avec les études que j'avais faites auparavant. Donc, je me sentais bien au niveau de la technologie. J'étais passionné par la technologie. Je savais que
l'idée d'appliquer la technologie pour aider des gens, pour moi, ça m'animait, ça me passionnait. Fait que je pense qu'il a vu ça dans mes yeux aussi. Là. Puis la petite anecdote, en fait, c'est, je ne l'ai pas raconté, mais la première fois, lorsque je suis allé, en fait, on a gagné le contrat et il y a eu une rencontre qui est organisée pour présenter une nouvelle imprimante braille. C'est des gens, en fait, des fabricants de la Californie qui viennent présenter ça. Puis, ils m'invitent à aller à cette présentation-là. On n'avait pas encore commencé à travailler ensemble. Et là, j'arrive, il y avait à peu près 100 personnes dans la salle et le directeur général est en avant, Normand Giroux, puis là, le manufacturier qui venait présenter le produit n'arrivait pas à faire fonctionner l'imprimante. Et là, Normand Giroux dit qu'à cela ne tienne, notre nouveau consultant ingénieur en télécommunication va nous réparer ça. Et j'avais aucune idée, j'avais jamais touché une imprimante braille, j'avais jamais rien vu de ça. Et ça fait partie des concours de circonstances. Je suis arrivé en arrière de l'imprimante, il y avait des petits interrupteurs. Regardant le manuel une minute ou deux, j'ai changé 2 interrupteurs, puis ça s'est mis à marcher. Et là, le directeur général a dit, je vous l'avais bien dit, il va tout faire. Fait que je pense que déjà, lui, il avait déjà ce sentiment-là qui était surfait. Plusieurs facteurs, ils l'ont amené à te proposer ce défi-là. C'est ça. C'est ce que j'en comprends. Ouais. Et que c'est un concours de circonstances. Tu sais, comme je te dis, je n'avais pas déterminé ça. Je ne m'en allais pas nécessairement à ça. Là, et je pense que tu as mentionné une opportunité, oui. Est-ce qu'elle était mesurée au départ? Non. Est-ce que je voulais ça? Non. Et tu sais, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, pour moi, c'est une leçon de vie aussi. C'est des fois, il faut juste se laisser mener par le courant des choses puis par notre passion. Ouais. Puis quand on a cette passion-là, puis qu'on découvre qu'on se sent bien là-dedans, puis qu'on nous propose, puis là, on se sent bon parce qu'on a des compétences, ben là, à un moment donné, il nous propose des choses, puis ça nous permet d'avancer vers cet entrepreneur. Parce que c'est pas tout le monde. Moi, je côtoie pas mal d'entrepreneurs. Il y en a plein qui ont dit, moi, à 12 ans, je savais que je voulais être entrepreneur. Ou leurs parents avaient une entreprise qui a été transférée ou quoi que ce soit, mais toi, c'est pas ça. Non, ça c'est pas ça. Plus tard. Oui, puis, tu sais, j'avais, comme je te dis, c'était pas ma famille, c'était pas mon environnement, c'était rien qui me prédestinait à ça. C'est vraiment simplement un concours de circonstances. Puis quand je me suis retrouvé là, ben, j'ai pris goût. Quand on se retrouve, on reçoit un prêt de 300 000 $, on démarre notre entreprise. Au départ, Visuaide 2000, c'était le premier nom de ton entreprise? Le nom, on avait choisi... Le mot 2000, ça voulait... C'était innovant, c'était l'avenir. En 1988, quand on parlait de l'an 2000, on pensait que les autos allaient voler, là, tu sais, puis on se disait, ben oui, c'est là que ça se passe. Fait que Visuaide, c'est la vision, une aide à la vision, mais des années 2000, des années futures. Et c'était une très mauvaise idée parce que il y a quelques années plus tard, on s'est aperçu que l'an 2000 arrivait puis qu'on allait avoir l'air dépassé. Il fallait changer un peu le branding, puis c'est ce qui a été fait plus tard. Donc, tu crées l'entreprise, les projets vont bien, puis là, j'imagine qu'on voit des opportunités parce que le marché actuel, là, je regardais les plus récentes études de 2020, on parlait au Canada seulement à peu près 800 000 personnes là, qui pouvaient être touchées par de malvoyance ou du moins être atteints là, de troubles de vision. Fait que c'est certain qu'il y a un potentiel immense quand que tu démarres cette entreprise-là fin des années 90. On arrive en 2000. Là, on veut grossir. Comment qu'on en arrive à dire, bon, OK, là, l'entreprise va bien, puis là, on cherche des partenaires d'affaires, mais pas juste au Québec, pas juste au Canada. On regarde comment qu'on s'ouvre sur le monde. Ben, écoute, d'abord, tu sais, bien avant, nous autres, tu vois, le premier produit qu'on a vraiment lancé sur le marché, c'est en 89, 90, là. C'est dans cette période-là. C'était un beau produit qui s'appelait Iris, qui était vraiment un produit, en fait, qui permettait, à l'époque, c'était vraiment d'avant-garde, là, qui permettait à une personne aveugle de mettre une page imprimée, un livre, n'importe quoi, de mettre ça sur un scanner et de se le faire lire à haute voix. Et ce produit-là était assez innovateur. Okay? On était dans les premiers.
est la seule compagnie là, c'est Xerox aux États-Unis qui avait, c'est une grosse compagnie. On s'entend, là, L'autre, on était quelques personnes. C'est plus gros que Visuaid. Pas mal, ouais. Et puis, donc, ils avaient sorti un produit comme celui-là, mais le nôtre, sans vouloir se vanter, était meilleur. En tout cas, on le pensait, c'est sûr. Et on a commencé par aller voir aux États-Unis. Donc, on va dans un show, on regarde ça. Mais on s'est aperçu que notre connexion avec le marché francophone allait être beaucoup plus facile à développer. Et moi, j'avais fait des études en France pendant 1 an. Fait que on est allé dans une conférence en France. On a tout de suite là, vu le potentiel du marché à l'international. Mais le démarrage de ça, là, puis là, je te parle, déjà en 90, on faisait ces choses-là parce que le marché était trop petit au Québec. On avait déjà investi beaucoup d'argent dans le développement d'un produit comme celui-là. Et pour rentabiliser ça, on ne pouvait pas se satisfaire d'un marché aussi petit que le Québec. Donc, on est allé sur le marché français, sur le marché suisse, sur le marché belge. Donc, on a réussi avec le marché francophone là, à créer un premier marché suffisamment gros pour nous autres pour générer des fonds pour continuer la recherche et développement. Mais ça ne fait pas peur, ça, justement, sortir du Québec pour développer des produits au niveau, je pense, surtout au niveau financier. Comment qu'on dit, OK, on n'était pas financé à l'époque. C'est ça, comme avec tes partenaires, dire, OK, ça va bien, on se rend compte que le marché est saturé au Québec, on s'ouvre sur la francophonie, mais ça vient avec des risques, ça. Est-ce que tu avais conscience de ça à ce moment-là? Non, mais je suis assez inconscient dans la vie de façon générale. Là. Mais, tu sais, en tout cas, j'ai jamais peur d'avoir peur. Là. Pour moi, c'est comme, on verra. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, on avait une obligation. On sentait cette obligation de le faire pour réussir. C'est un marché très niche. Hein? Ouais. Tu as parlé du nombre de personnes, mais c'est de l'ordre de 2 à 3 % de la population. Et c'est des produits qui coûtent cher, c'est de la technologie. Donc, à l'époque, là, les gens, là, déjà travailler avec un ordinateur, c'était déjà complexe pour eux, pour tout le monde d'ailleurs. Donc, c'est un marché niche, c'est un petit marché. La seule façon dont on pouvait vraiment aller plus loin, là, c'était vraiment d'exporter. Donc, on était forcé d'exporter. Les gens qui œuvrent dans des marchés niches, ils ne peuvent pas survivre au Québec. D'ailleurs, ça a été une de mes plus grandes frustrations, c'est aux États-Unis, on s'est battu pour ce produit-là, là, contre un de mes bons amis maintenant, là, Jim Frachterman, mais Jim il y avait une entente avec HP sur les scanners. Il y avait une entente pour la reconnaissance des caractères avec Calera, qui est une compagnie en Californie, parce qu'il était en Californie. Ensuite, il y avait un marché de 300 millions de personnes à servir. Il y avait moins de barrières que toi, là. Ben, tu sais, quand on part, c'est sûr que le premier produit qu'on a fait était en français. Et nous autres, le marché québécois était pas suffisant. Pour lui, le marché des États-Unis en anglais était déjà bien suffisant pour créer une entreprise d'une certaine taille. Et d'ailleurs, Jim, puis on a toujours ri de ça, là, mais lorsqu'il est allé en Europe, pour la première fois, il m'a demandé de lui prêter, lui avait l'environnement matériel, là, électronique, mais le logiciel, on était beaucoup plus avancé que lui. Et il a pris mon logiciel pour aller promouvoir son produit en Europe. Et il a bien réussi aussi. Mais on a bien réussi aussi. Fait qu'on, tu sais, c'était de la coopération, compétition, mais quand même, ça s'est bien passé. Mais pour répondre à ta question, là, je vais être bien clair pour les gens. Dans un marché niche, quand on connaît les réseaux de distribution, on connaît les shows où aller, les conférences où aller, ça se fait bien. C'est pas, tu sais, ça paraît lourd. Puis dans certaines industries, c'est très lourd. Mais là, je parle de petits produits électroniques que tu peux facilement exporter et dans un marché niche avec l'obligation. Maintenant, il y a de la complexité associée à ça. Tu sais, chez Humanware, on fait affaire avec je ne sais pas combien de devises, on fait des rapports d'impôts dans je ne sais pas combien de pays. Pour une entreprise de 225 employés, là, c'est énorme faire ça. Fait que ça prend beaucoup de compétences à l'interne, au niveau comptable, comme au niveau production, comme au niveau développement de produits. Donc, c'est une entreprise de grande complexité
pour la taille du marché. Exactement. Puis quand on parle de développer des produits niches avec beaucoup d'innovation, on veut être à la fine pointe de la technologie. Moi, il y a quelqu'un qui me dit que, puis ça a été probablement lu ailleurs aussi, vous avez même utilisé, envoyé en fait un de vos produits dans l'espace. Pour l'analyser, pour être sûr d'avoir le produit le plus innovant possible, pour être au-delà de vos compétiteurs. Est-ce que c'est vrai? Là? Vous avez envoyé un produit dans l'espace? Puis pourquoi? Ben, en fait, je vais corriger un petit peu, c'est pas l'espace, c'est les avions qui font des, comment ils appellent ça, là, des hyperboles ou je sais pas quoi. Là, ils montent, après ça, ils tombent en apesanteur pendant 45 secondes, mettons. Et en fait, on avait un produit qui était une espèce de souris à retour de force. Donc, quand le marché des ordinateurs est passé à la souris, donc aux interfaces graphiques, les personnes aveugles sont devenues complètement incapables d'utiliser ce genre de produit-là. Et là, il fallait trouver des solutions. Il fallait trouver des façons de leur donner accès à une interface graphique. Et on avait pensé, ce qui a été un flop total, là, mais on avait pensé à une souris à retour de force. C'est tout le domaine de l'haptique, là, donc, et c'est une souris que tu manipulais, qui était tenue par des petits bras et qui avait des petits moteurs, donc qui te donnait un retour de force. Donc, quand tu passais ta souris par-dessus une fenêtre, ben, tu pouvais faire le contour de la fenêtre et sentir ce qu'il y avait à l'écran. Et en fait, je me souviens plus de son nom, par exemple, là, mais l'astronaute féminine... Madame Payette? Oui, exact. Elle a trouvé ça intéressant. On travaillait avec l'Université McGill sur ce projet-là et ils ont décidé que les astronautes avaient le même genre de problème parce qu'une souris dans l'espace, ça ne marche pas, ça flotte. Fait que ce produit-là la souris était attachée par des bras et donc ça pouvait être utile pour les astronautes. Et ils sont allés le tester en apesanteur. C'est fascinant. C'est fou à quel point. Puis moi, je n'ai pas été impliqué, mais Christophe, un de nos ingénieurs, avait été impliqué. Et c'est pas facile quand tu n'es pas astronaute parce que tu montes, tu descends et tu es malade à coup sûr. Donc, il a été malade. En fait, il n'a pas rien fait, il a été malade tout le long. Cette information-là, par rapport à la dernière histoire, la personne qui l'a mentionné, elle vous qualifie comme le gars le plus brillant de Drummondville. Je ne sais pas si tu sais de qui que je parle. C'est Jerry. Mais Jerry, notre directeur général chez Drummond Économique, qui a déjà été chez Humanware, donc il te connaît très bien, bien les différents produits puis l'expansion que l'entreprise a pris. Mais à chaque fois qu'il me parle de toi, il te prend tout le temps en référence parce que tu es quelqu'un, je pense, de réfléchi puis quelqu'un qui veut toujours un peu la perfection innovante. Puis c'était la discussion que j'avais avec lui. Ce qui est drôle, à chaque fois que Jerry dit ça devant des filles, je lui dis pas ça. Ils vont tous penser que je suis un nerd, c'est plutôt. Fait que je disais, j'ai une belle intelligence émotionnelle, n'importe quoi, mais dis-le pas, je suis le gars le plus intelligent. Mais je suis pas le gars le plus intelligent de Drummondville, je peux te dire ça. Donc, on revient dans le fil du temps. Oui. Début 2000. Là, l'entreprise Visuaide 2000. On a changé de nom. Va bien, vous changez de nom. On a changé de nom au départ. On a enlevé le 2000. OK, on change de nom premièrement. Oui. Après ça, tu t'associes avec un homme d'affaires en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Oui, bien, une chose que je vais mentionner, là, qui est avant cela, mais on va revenir à ça. En 1994, j'ai réalisé que j'avais des lacunes importantes. Je m'étais très bien entouré déjà au niveau développement de produits, au niveau de la fabrication des produits. On se débrouillait bien de ce côté-là. Au niveau finance, au niveau financement d'entreprise, tout ça, j'avais des lacunes. Et un de mes bons amis que j'ai connu au secondaire, Yves Boisjoli, je l'ai rencontré et j'ai dit, Yves, on pourrait travailler ensemble. Puis il a trippé, il a aimé l'entreprise et il s'est joint à moi comme partenaire d'affaires là, avec Yves depuis donc 1994 qu'on travaille ensemble. On est allé chercher un premier financement en 1995 parce que Yves, ce qu'il me disait tout le temps, c'est crée-les tes projets, je vais te les financer. Okay? Fait qu'il a commencé, on a fait un beau plan en 1994 quand il est arrivé, on a fait un beau plan stratégique avec plein de bonnes idées de nouveaux projets. Puis on est allé chercher notre premier million de financement en 1995.
pour aller plus vite vers là où on voulait. On voulait créer de la valeur. Ça paraît banal, là, mais les gens qui nous écoutent, là, le plan stratégique, c'est ton levier, là, c'est ta vision, totalement. C'est ça qui te permet, comme tu le dis, d'avoir un financement, de savoir c'est quoi la prochaine étape avant de tout vouloir faire. C'est ça. Ça, c'est la clé. Parfois, c'est négligé. Parfois, on prend pas le temps de le faire, mais je pense que ça a été bénéfique. Là. Oui, c'est extrêmement important. En fait, Yves et moi, on était des gens comme ça. On planifiait, on aimait ça. Et c'est là qu'on, tu sais, au niveau des ventes, au niveau des autres domaines de l'entreprise, on s'entourait de gens qui étaient bons dans, par exemple, dans les gestes quotidiens, dans les choses qu'il faut faire au quotidien. Moi, je suis un peu rêveur, je suis un peu comme un peu loin de tout ça. Il en faut un dans la gang. Il en faut un dans la gang, c'est ça. Fait que, mais il en faut qui te ramène à terre aussi, qui disent ça marchera peut-être pas. Fait que je t'ai ramené vers ces années-là là, pour te dire, tu sais, le cheminement, c'est ça. Puis on a eu quelques autres financements par la suite. On a eu Desjardins comme actionnaire, on a eu la Caisse de dépôt et de placement comme actionnaire, on a eu des gens là, qui se sont joints à nous autres de toutes sortes de façons. Et au tournant des années 2000, on arrivait, tu sais, on était peut-être à 20-25 millions de dollars de chiffre d'affaires, puis on se posait la question, c'est quoi la prochaine étape? C'est où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et on a réalisé que, en fait, on était, c'était des petites entreprises à l'époque, là, c'était des petites entreprises, puis on a réalisé qu'on était 4e dans le monde. Il y avait une entreprise américaine qui était la plus grosse parce qu'elle avait fait des acquisitions et tout ça. Il y avait une compagnie en Hollande qui était assez grosse aussi. Et il y avait une compagnie en Nouvelle-Zélande qui était la 3e et nous autres. Puis après ça, il y avait peut-être 50 autres plus petites entreprises. Mais on s'est dit, comment on va faire pour se hisser, là, pour avoir la masse critique nécessaire là, pour pouvoir offrir encore des meilleurs services puis des meilleurs produits à nos gens? Je suis allé voir, moi, les 3 premières. Les 3 premières compagnies pour voir s'il y avait de l'intérêt, pour voir si nous, il y avait un fit avec eux autres. Et c'est avec la compagnie de Nouvelle-Zélande qu'on a trouvé qu'on avait le meilleur fit. Vraiment, mais je connaissais tous ces gens-là. Je connaissais tous les présidents de ces... côtoyés dans des événements d'affaires ou peu importe. Oui. Mais avec Russell, on avait cette fibre particulière. Je te dirais, tu sais, la Nouvelle-Zélande, une île, 4 500 000 habitants, tu sais, c'est quand même à dimension raisonnable, dimension humaine par rapport au Québec. Et on avait des affinités, on avait aussi une belle complémentarité en termes de produits, en termes de force où on était en termes de distribution. Donc, on a décidé d'y aller avec la Nouvelle-Zélande. C'est pas à la porte, la Nouvelle-Zélande. Ça posait des choses. Ben, c'est pas à la porte, mais il y a aussi des décalages de 16 heures, puis toutes sortes de barrières. Mais on a considéré que c'était vraiment le partenaire que ça nous prenait. Et on a fait la transaction. On a racheté nos actionnaires institutionnels dans cette transaction-là, qui était en fait une fusion au départ. Donc, est-ce que c'est vous qui achetez eux ou c'est eux qui achètent vous? Bien, ça a été une fusion. C'est-à-dire que dans le cas, il y a un autre partenaire de l'Australie qui est rentré, là, Jolimont Capital, qui est rentré dans le cadre de faire ça, où on a fait un rachat des actions des actionnaires de Humanware, de Visuaide à l'époque, et des actionnaires de PDI, qui était la compagnie en Nouvelle-Zélande. On a racheté ces actions-là et on s'est financé à partir de l'Australie. Là. Donc, on avait un autre partenaire en équité, mais aussi en financement. Et donc, on s'est retrouvé dans un ensemble super où là, on était la plus grosse compagnie. Hein, le 3e, 4e s'associant, on est devenu la plus grosse compagnie. Et puis, dans les premiers temps, là, on était une très belle image à l'international. Les gens nous appuyaient, tout ça. Malheureusement, Russell Smith, là, qui était le président de l'autre entreprise, qui était plus âgé que moi, s'est tué dans un accident d'avion. Il était pilote lui-même. Et en allant faire une conférence sur l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, en revenant, il y avait de la brume, puis lui et sa femme se sont crashés dans la mer.
C'était combien de temps après votre nouveau partenariat d'affaires? À peu près 8 mois. Donc, oui. Ça a été, tu sais, l'entente, c'était qu'on gardait les deux entreprises, mais on collaborait bien ensemble au niveau de la distribution, au niveau de développement de produits et tout ça. Et quand Russell est mort, ben, ça a été difficile. Évidemment, moi, je me suis retrouvé là, à être président de l'ensemble des deux entreprises. Le conseil d'administration, qui était formé de gens du Canada, mais pas surtout, mais des gens de la Nouvelle-Zélande aussi. Ils ont voulu que je gère la patente à partir de la Nouvelle-Zélande. Moi, j'avais des enfants à bas âge. On a décidé de pas aller en Nouvelle-Zélande. Et donc, ça a été quand même une période plus difficile. Et par la suite, là, avec l'actionnaire, Gelée Mon Capital et tout ça, on a décidé de rapatrier le contrôle de l'entreprise ici à Drummondville. C'était une exigence que tu as parlé au CA de dire, moi, je continue, j'accepte la présidence si on déménage le siège social à Drummondville? Oui, mais surtout avec l'actionnaire. C'est-tu un oui facile ou ça a pris du temps? Ah, ça a été très difficile. Écoute, la première ministre de la Nouvelle-Zélande m'a appelé pour me dire, ben, tu sais... Perdaient un siège social, eux, là, de leur côté. C'est ça. Là. Puis c'est une entreprise en technologie. Il n'y en avait pas beaucoup. Tu sais, il y a beaucoup d'agriculture, tout ça là-bas, mais il n'y avait pas beaucoup à l'époque d'entreprises en technologie. Donc, eux autres perdent un de leurs fleurons. C'était pas le fun. Mais en tout cas, ça s'est bien passé le transfert parce qu'on a offert aux employés. On faisait de la fabrication en Nouvelle-Zélande. On a transféré nos employés de là-bas à la production. On les a transférés dans l'entreprise qui faisait de la production pour nous autres. On a offert à tous les ingénieurs soit de travailler de la Nouvelle-Zélande, soit de venir travailler au Canada. Y en a-tu beaucoup qui ont fait Il n'y en a pas qui sont venus, mais il y en a qui sont restés pendant un certain temps. On a encore un employé de la Nouvelle-Zélande qui travaille pour nous. Ouais. Fascinant, ça. Ouais, ça a été toute une aventure. On est dans 2005. 2005, tout ça arrive en même temps. Ouais. Changement de garde, on rapatrie le siège social à Drummondville. Ouais. Puis là, est-ce que tu te retrouves un peu seul à la tête de cette entreprise-là? Ou du moins, je suis convaincu que tu avais une grosse équipe autour de toi, mais tu restes pareil la tête dirigeante, un nouveau président, un nouveau PDG. C'est quoi tes premiers réflexes à ce moment-là? Tu rappelles Yves, puis on refait une planification stratégique. Puis Yves était là. Yves était avec moi. Il était avec toi, mais est-ce qu'on se rassit et on dit, bon, là, on est le plus gros joueur mondial. Ouais. On a perdu notre allié. Là, comment qu'on regarde le futur à ce moment-là? Mais notre allié, tu sais, en fait, on n'a pas perdu notre allié dans le sens, Russell, oui. Rapatrier des choses, oui. Réseau de distribution est resté en place. Il y avait beaucoup d'acquis quand même. Il y avait beaucoup d'acquis. Oui, on avait bien, je pense, puis encore aujourd'hui, là, ce qui était de PDI, ce qui était de la Nouvelle-Zélande est encore très présent dans notre entreprise aujourd'hui. Le mot Humanware, tu parles de PDI, tu parles de Visuaid. Ouais. Là, le Humanware, ça arrive de où, ça? On trouvait qu'on avait tous les deux des très mauvais noms. Qu'on a décidé de changer de nom. Et moi, j'ai dit, écoutez, là, Russell était vivant dans ce temps-là, puis il y avait un vice-président marketing là-bas, puis nous autres, on avait notre vice-président vente marketing. Fait que j'ai dit, moi, la seule contrainte que je mets, c'est qu'il faut que ça se prononce bien en français. OK? Vous avez tous compris que Humanware, ça se prononce très mal en français. Fait qu'on on a embauché une firme de marketing pour essayer de nous créer un nom qui faisait du sens. Je me souviens qu'on a, c'était, je sais pas pourquoi, mais c'était juste avant qu'on annonce, donc c'était dans la période de Noël, parce que c'était en janvier 2005, on a fait cette transaction-là. Et les marketings avaient à peu près 200 noms potentiels qui ne faisaient pas notre affaire. Et il y avait une compagnie aux États-Unis qui faisait partie du giron de PDI, que PDI avait acheté parce que les autres, c'était loin du marché américain. Fait qu'il y avait un pied à terre là-bas qui s'appelait Humanware, avec un super bon bonhomme à la tête de ça, qui avait créé ce nom-là, qui avait créé l'image de la compagnie que j'aimais beaucoup. Et à un certain moment donné, j'ai dit à Russell, j'ai dit, bon, on va laisser tomber ma demande, là, puis pourquoi pas Humanware? Et là, évidemment,
on a dit oui. On avait déjà un site web de HumanWare, on avait déjà tout ce qu'il fallait. Donc, on a pris ce nom-là qui est vraiment significatif de ce qu'on est. C'est vraiment le mot humain est vraiment au centre de ce qu'on fait. Puis le wear, c'est vraiment software, hardware. C'est vraiment l'aspect technologie de la chose. Donc, pour moi, je trouvais que c'était un très bon nom qui se prononçait très mal. Et d'ailleurs, j'ai été très blâmé par le marché québécois là, pour avoir pris un nom. J'ai vendu mon âme au diable quand j'ai fait ça. Il y a des pour et des contre à tout, mais aujourd'hui, avec l'expansion, on est à l'international encore et encore plus. Je pense que c'est un bon nom d'entreprise. Puis surtout votre marque, honnêtement, elle vieillit très bien. Là. Tu regardes, puis c'est très actuel, ça passe à travers le temps, c'est encore à l'avant-plan, un peu comme vos produits. Fait que je pense que oui, ce que tu dis, c'est vrai, mais au final, je pense que le geste a... Puis je pense que les gens ont compris, tu sais, que oui, on est québécois, puis on a l'âme québécoise, puis on a toujours fait nos choses ici, puis siège social est ici. Mais à quelque part, on a 95% de nos ventes qui sont à l'extérieur du Canada. Donc, moi, je dis du Québec, mais on a en fait 97% de nos ventes qui sont à l'extérieur du Québec. Donc, quand on regarde ça, c'est le nom et l'image, elle est importante, oui, là où on est, mais aussi à l'international quand on fait affaire. On dit 95% de tes ventes sont à l'extérieur du pays. Avec la situation actuelle, là, on est présentement en avril-mai 2025. Ça a-tu un impact négatif ou extrêmement négatif sur la suite de l'entreprise? En fait, quelques petits ajustements là-dessus. On avait déjà vécu ça, nous autres, en 2018 à peu près, là, sur la première élection de Trump, là, où, en fait, il avait imposé des tarifs importants sur la Chine, sur les produits chinois. Et nous, on avait, à l'époque, probablement un bon 70% de nos produits qui étaient fabriqués en Chine. Et on a dû, donc, prendre des mesures à cette époque-là pour y arriver. Mais déjà, il y avait des choses, on s'était fait conseiller. Il était possible pour nous parce qu'on fait donc, toute la partie matérielle est faite en Chine de ces produits-là, mais la partie logicielle est conçue et installée ici au Québec, donc au Canada. Donc, ça nous a permis, en fait, de mettre un prix sur le logiciel qui nous permettait de dire qu'on avait 51% de la fabrication du produit qui était québécoise, canadienne, et d'exporter. Maintenant, il faut savoir que les produits pour les personnes qui ont une déficience visuelle sont habituellement détaxés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas soumis aux taxes de douane, donc aux fameux tarifs de M. Trump. Mais il y a une épée de Damoclès. On ne sait jamais quand... Puis on a dû prendre cette fois-ci encore des mesures pour y arriver. D'envoyer du stock aux États-Unis d'avance avant que les tarifs rentrent en ligne de compte. On a dû... On doit encore maintenant là, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, on fabrique en Chine, est-ce qu'on rapatrie des choses? Est-ce qu'on en fait fabriquer autant qu'on pensait parce que est-ce que les tarifs vont nous atteindre à un moment donné? Donc, il y a toutes sortes de questions. Et je te dirais, c'est ce que tout le monde dit, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Si on savait, ces tarifs-là vont s'appliquer jusqu'à la fin de notre vie, puis bon, on va vivre avec, on va s'ajuster. Mais c'est qu'on ne sait pas. C'est cette espèce d'incertitude là, qui fait que les gens ne savent pas où aller. Comme entrepreneur qui a un produit, qui a un potentiel, ou du moins qui a un vouloir d'aller à l'international, comme que toi, c'est arrivé, si tu avais un conseil à donner à des entrepreneurs actuels qui sont en croissance, on ne parle pas de jeunes entrepreneurs, là, je pense que chaque chose a son temps, là, mais quelqu'un qui est en croissance, qui croit en son produit, puis là, il veut sortir du Canada. Ouais. C'est quoi les étapes, ou du moins, as-tu un conseil avec le recul à donner à ces gens-là de quoi faire avant de faire ce grand geste? Ben, c'est drôle, hein? C'est les investissements pour aller à l'international ne sont pas énormes si c'est bien fait. Mais il y a je veux dire,
il y a toutes sortes de façons de le faire. On peut créer notre propre bureau, notre propre équipe dans un autre. Par exemple, pour aller aux États-Unis, on peut créer notre propre force de vente, faire des choses comme ça. Ou on peut y aller par de la distribution. Mais c'est sûr qu'on laisse des choses, c'est-à-dire on donne un pourcentage à un distributeur. Bon, est-ce que notre marge nous le permet, notre structure financière de produit nous le permet? Ça reste à déterminer. Mais une fois que ça c'est fait, qu'on sait, par exemple, qu'on peut donner 30% à notre distributeur tout en ayant une marge raisonnable pour nous autres, les investissements sont pas... En tout cas, dans un marché comme le nôtre, là, on débarque dans un show, les distributeurs potentiels pour ce pays-là sont présents. Tu parles, tu montes ta gamme de produits, tu essaies de te trouver un distributeur. Oui, c'est de l'argent, mais aller à un show, ça coûte peut-être 20 000 $. Là. Mais moi, j'entends des entrepreneurs qui, par exemple, vont dire ça prend un plan, c'est gros, par exemple, attaquer les États-Unis. Mais c'est certain que si tu attaques les États-Unis avec, je sais pas, un produit qui est très gros, qui est très cher, là, probablement qu'il y a des barrières plus importantes. L'autre chose, par exemple, nous autres, dès 1990, on avait cette réalité-là qu'on devait vendre à l'extérieur. Donc, déjà, notre structure organisationnelle était faite pour ça. Vous saviez que l'avenir passait par là. C'était pas c'était pas en cours de route qu'on a réalisé que c'est une opportunité. Par la nature de votre entreprise, vous le saviez que c'était ça ou rien. C'est ça. Fait qu'on avait déjà des connaissances au niveau, par exemple, des douanes. Comment tu fais dédouaner tes produits, les transports à l'international, toutes ces choses-là, puis comment gérer des devises. Puis, donc, on avait déjà cette expertise-là. Fait que quand on a décidé d'ouvrir à plus grande échelle, déjà, par exemple, en 2005, là, avec la fusion avec PDI, on a eu, déjà, nous envoyer ça partout. On avait toute l'infrastructure pour le faire. Ça peut être un peu plus long et un peu plus cher à mettre en place, mais le fait d'arriver dans un pays, quand tu choisis et tu dis, OK, je m'en vais là, c'est sûr que d'attaquer dans un marché niche comme nous, d'attaquer un marché comme les États-Unis, c'est faisable. Dans un marché grand public, c'est beaucoup plus difficile. Il faut que là, tu trouves des distributeurs. Là, tu es peut-être mieux d'y aller petit morceau par petit morceau. Mais mon expertise, moi, est vraiment dans les marchés niches. Et dans les marchés niches, je ne trouve pas que c'est un si grand défi que ça. Mais mon conseil, moi, pour les gens, c'est n'ayez pas peur d'avoir peur. Faites-le intelligemment, planifiez bien, mais on est bon, on est capable au Québec de faire ça. On est capable à Drummondville même de faire ça. Puis j'en déduis que par la nature de l'entreprise, tout ton parcours, tu as beaucoup voyagé pour l'entreprise comme entrepreneur. Maintenant, si je parle à Gilles, le père de famille, comment il a vécu ces moments-là, l'équilibre, est-ce qu'il était possible? Oui. D'abord, il faut avoir une blonde extraordinaire ou un chum extraordinaire là, quand on fait ça. Parce que, oui, tu sais, j'étais parti de, je sais pas moi, 1 semaine à 2 semaines par mois. Là, tu sais, c'était beaucoup de ça. Mais je vais parler au niveau familial. Au niveau familial, moi, ça n'a jamais été un drame que je parle. C'était l'attitude de McLeod, c'était l'attitude des enfants. Les enfants, père repart. Mais c'est quand j'étais là en tabarouette, par exemple. Je jouais beaucoup avec eux autres, puis on faisait des choses ensemble. Mais quand j'étais pas là, il n'y a personne qui faisait un drame de ça. Déjà, ça aidait énormément pour moi, parce que personne qui pleurait quand je partais, c'était déjà plus facile. Mais ça s'est bien passé. L'équilibre, pour moi, par contre, c'était extrêmement important. Moi, l'équilibre, c'est ce qui m'a... Je veux dire, à travers tous les défis de l'entrepreneuriat, mais il y en a, c'est pas si pire que ça, faites-vous en pas, là, mais moi, c'est le sport. Tu sais, dans le sport, là, j'arrivais vraiment à me ressourcer, à oublier, à me détendre, à dormir des nuits sans aucun problème. Tu sais, par exemple, là, moi, quand je voyageais, parce que je voyageais souvent, j'avais toujours mes sneaks avec moi pour aller courir. J'ai visité je ne sais pas combien de villes à travers, en allant jogger mon petit 10 km à travers la ville. Donc, tu sais,
puis j'en faisais un point d'honneur de. En fait, moi, je travaillais, là, mettons, j'étais présent dans les shows, dans les réunions, mais ils savaient, là, vers 5h, 5h30, je quittais. Je revenais pour le souper vers 6h30 avec des clients, avec les employés, tout ça. Mais je prenais 1 heure pour aller courir tout le temps. Donc, d'avoir un régime ou une hygiène de vie raisonnable, malgré qu'on soit entrepreneur, malgré que notre téléphone sonne à chaque 3 secondes. Pas sûr que j'étais raisonnable. Non? Non, ben dans le sens que après ça, ben oui, on partait, c'était de la bière, c'était des clients, c'était du vin, on mangeait beaucoup. Bon. Ça fait partie ça fait partie quand même du rôle entrepreneuriat aussi. C'est pas juste sur les heures de bureau du lundi au vendredi. C'est ça. Là. Non, c'est exactement ça. Mais tu sais, il y a tout un côté super intéressant aussi à voyager. Tu rencontres des êtres extraordinaires, des humains d'exception, hein, des gens aveugles à travers le monde qui sont aujourd'hui des amis, des gens que j'ai connus, des gens extrêmement intelligents au niveau développement de produits, au niveau de toutes sortes de connaissances, des cultures différentes. C'est extrêmement enrichissant de voyager. Mais tu fais la différence dans la vie de tellement de monde, autant des clients que des employés qui peuvent se développer, peuvent créer, peuvent changer la vie des gens avec toi. Fait que j'imagine que c'est super enrichissant comme domaine. Ben oui, en fait, c'est très humain. Là. Moi, je vois le PDG comme étant une personne qui fait partie de l'ensemble de l'engrenage d'une entreprise, là, comme n'importe quel autre. Moi, j'ai toujours, en tout cas, considéré que je travaillais avec des professionnels, avec des gens qui ont chacun une job, une importance dans l'ensemble de l'engrenage de l'entreprise, et que si lui était pas bon, ou il était tanné, ou il était pas content, ben cette partie-là, elle marcherait pas bien. T'sais. Et je pense que il y a 24 heures d'une journée, on a tous les mêmes heures. Il y a des gens qui travaillent fort physiquement, il y a des gens qui travaillent fort intellectuellement. Je veux dire, le PDG il travaille pas plus fort. Puis moi, je vais juste dire à ceux qui me disent, parce que j'entends encore ça parfois, moi, je travaille 70 heures par semaine. Je peux te dire, moi, comme PDG, là, quand j'avais fait 45 heures dans une semaine, là, c'était mon gros max. Mais là, je compte peut-être pas les soirées arrosées, tout ça, là, mais ce que je veux dire par là, en tout cas, quelqu'un qui travaille 70 heures, c'est parce qu'il ne sait pas compter. Parce que c'est 10 heures par jour, 7 jours par semaine. Là. Fait que s'il fait ça longtemps, là, je pense qu'il ne fera pas long feu. Mais je pense qu'il est très possible de faire une super bonne job comme entrepreneur. Puis là, je vais peser mes mots, mais dans une entreprise, plus c'est petit, plus c'est difficile. Plus c'est gros, plus ça devient possible gros, je veux dire, après que tu as une dizaine d'employés, là, quinzaine d'employés, là, tu peux te permettre à ce moment-là de commencer à déléguer des choses, commencer à te dissocier de certains éléments de l'entreprise et pas nécessairement être toujours au bureau jusqu'à 10h, à 11h le soir. Mais oui, j'en ai fait des heures, mais pas sous un stress extraordinaire. Puis l'autre conseil que je donnerais à des entrepreneurs, c'est de relativiser l'atteinte des résultats versus, moi je me suis toujours dit à moi-même, là, j'ai une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. Pour moi, je vais tout donner ce que j'ai pour réussir, mais c'est comme ça dans le sport, c'est comme ça dans ma vie, là. Mais si je réussis pas, c'est pas si grave que ça. En tout cas, je m'en fais pas un cas personnel. D'ailleurs, je trouve juste qu'à certains moments, il faut se dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Okay? Puis au début de ma carrière, quand on avait certains moments plus difficiles, je me disais, écoute, Gilles, le pire qui va arriver, c'est que la compagnie va faire faillite, mais je ne suis pas un cave, je vais me retrouver un emploi. Je veux dire, c'est pas si catastrophique que ça. Et quand tu es capable de mettre ça en perspective, tu fais baisser ta pression sur tes épaules pas mal. Et j'ai jamais été non plus un entrepreneur qui prenait toutes les décisions. En fait, quand tu commences à avoir des gens autour de toi, tu vas
les consulter, tu vas travailler avec eux autres. S'ils ne sont pas d'accord, s'il y a des choses qui ne marchent pas, tu essaies de trouver un consensus. Si tu ne trouves pas de consensus, à un moment donné, tu sais, il y a peut-être 80% des décisions qui sont ce que j'appelle des 50-50. Là. On peut aller à gauche, on peut aller à droite, là, ça se ressemble pas mal. Des fois, il faut que tu tranches. Mais pas méchamment. C'est comme, bon, écoute, il y a 4 personnes devant toi. Il y en a 3 qui sont pour aller à gauche, puis il y en a un qui est pour aller à droite. Tu essaies de réconcilier. Puis si ça ne marche pas, ben tu dis, OK, on va aller à gauche, on va aller à droite. Tu sais, tu tranches. Mais ça te met pas une pression du type, c'est moi qui ai pris toutes les décisions, c'est de ma faute si... Puis ce qu'on a évité beaucoup dans notre domaine aussi, dans notre entreprise, c'est du finger pointing, de pointer des gens, de dire c'était ta responsabilité, tu t'es planté. Et je vois ça beaucoup dans des entreprises. Des gens qui ont tendance à dire c'est toi, si tu te plantes, c'est ta faute. Ça met beaucoup de pression sur un individu, puis ça peut créer des fois des déceptions. Ouais, puis pas nécessairement le résultat dont tu t'attends. C'est-à-dire que les gens sous pression, parfois, ne fonctionnent pas nécessairement bien mieux. Tu sais. Dans ta carrière, du moins, tu as quitté la présidence de HumanWare, ça fait quoi, 1 an et quelques 2024. mois. Ouais. Donc, tu es le fondateur, tu as quitté la présidence, la transition est faite, un méga succès. C'était quoi, par curiosité, si c'est disponible, le chiffre d'affaires quand tu as quitté la présidence? 65 millions. Wow. Ouais. C'est fou. Est-ce que tu t'en rends compte de tout le chemin parcouru du jour 1 à là, à quel point que tu as créé quelque chose de gros? Je pense qu'on a toujours, c'est peut-être cliché, là, mais le sentiment d'imposteur, là, il y a, tu sais, moi j'ai été longtemps, par exemple, à Drummondville. Pour moi, bon, j'ai été un bout de temps à l'extérieur, là, mais quand je suis revenu à Drummondville, on était une petite entreprise. Puis, tu sais, je regardais des entreprises à Drummondville, puis je nous trouvais très petits. En technologie. Donc, dans ton domaine, ben non, excuse, en général. Mais à Montréal, j'ai été beaucoup dans un organisme qui s'appelle l'Association québécoise des technologies, qui regroupait 500 entreprises en technologie au Québec. Et j'avais ma perception au début, c'était, on est une petite affaire là-dedans, tout ça. Mais quand je réalise, par exemple, à l'AQT, vite, je me suis rendu compte que non, on était parmi les 10% des entreprises les mieux structurées, les plus grosses en termes d'employés, en termes de chiffre d'affaires. Puis à Drummondville aussi, je me suis aperçu de ça. Mais sentiment d'imposteur, on n'a jamais perçu qu'on était une entreprise. On n'est pas une grosse entreprise, là, 200 quelques employés, c'est pas énorme. Mais oui. Fierté, oui. Fierté, quand je regarde en arrière, mais plus pour les gens qu'on a servis, puis qu'on continue de servir, puis pour les employés qui se sont développés. Il y a des gens chez nous qui sont arrivés tout début de leur carrière, en fait, tout début, mais même, je me souviens, le deuxième employé que j'ai embauché, il est arrivé chez nous, il avait 18 ans. Il n'était jamais venu à Montréal de sa vie. Il était un gars de Magog. Et puis, il a fait toute sa carrière chez nous, acheter sa maison, se marier, avoir des enfants, tout ça. Puis, il y en a plusieurs cas comme ça, de gens qui se sont vraiment développés dans une entreprise de type familial, là, à quelque part. Là. Et ça, je suis fier de ça, oui. Dans cette ascension-là qui a été positive, beaucoup d'éléments marquants, beaucoup de réussites, mais y a-tu des moments que tu t'es dit, hey, c'est des échecs, c'est difficile. Totalement. Je me remets en question. Parce que souvent, quand on parle d'entrepreneur, on se souvient des belles histoires, des belles réussites, mais dans ta carrière, entre 2005 puis 2015-2020, dans cette croissance-là de HumanWare, la nouvelle marque, as-tu des défis, des confrontations, des éléments de stress qui te disent, hey, ça passe ou ça casse, ou ça, c'est trop gros, j'abandonne. As-tu ces réflexions-là, autant personnelles qu'entrepreneur? Oui, absolument. Comment qu'on analyse ça? Comment qu'on passe par-dessus? Ben, écoute, tu sais, un exemple, là, je vais d'abord te donner un exemple pour te montrer à quel point il y a des choses. À un moment donné, on a, en fait, je l'ai dit au début, il y a le marché de la déficience visuelle et se divise en deux, donc les aveugles et la basse vision. Et la basse vision, du côté aveugle, là, on a toujours été très fort. On a toujours été les premiers dans le monde sur le braille et tout ça.
du côté base vision, n'était pas très bon. Et on a voulu révolutionner la technologie de la base vision, qui est un marché plus gros que pour les marchés des aveugles. Et à un moment donné, je suis arrivé au conseil d'administration. On avait investi beaucoup d'argent, de l'ordre de 5 à 7 millions de dollars sur le développement d'un produit qui se voulait révolutionnaire. C'était vraiment une technologie de rupture. En tout cas, on changeait toutes sortes d'affaires. Et je suis arrivé au conseil d'administration, puis ma première slide, c'était « Let's bet on Prodigy ». Fait qu'on était rendu à gager sur un produit. Parce que, bon, c'est ça, c'était vraiment, mais c'est une plus longue histoire, là, mais on avait rentré un nouvel actionnaire qui était devenu actionnaire majoritaire. On lui avait promis que ce produit-là allait révolutionner la base vision. Et on avait promis que la première année, on en vendrait pour 10 millions de dollars. Okay? Donc, le Let's Bet on Prodigy, là, c'est-à-dire, laissez-nous finir ce produit-là, je vous garantis que ça va fonctionner. Et quelques mois plus tard, là, mais presque un an plus tard, on a sorti ce produit-là. Plutôt que 10 millions, on en a vendu 3,5 millions dans l'année. On s'est fait taper ses doigts. Et ça a été un échec en termes de produits. On a sorti trop tôt. On a fait plusieurs erreurs. On a pensé qu'une technologie de rupture aussi importante qui s'adressait à des personnes assez âgées comme produit, on n'a pas fait nos devoirs, là, mais rien. On a visé le mauvais segment de marché. On a pensé qu'une technologie de rupture comme ça, les gens allaient adopter ça sans problème. Ça a été compliqué. Quelques années plus tard, on a réussi à faire de ce produit-là un succès, mais le produit, lui, sur lequel on avait investi tant, a disparu, mais des sous-produits de ça nous ont permis vraiment, on a ciblé plutôt que les personnes âgées, on est allé vers les étudiants, on a ciblé nos choses, et ça a été un gros succès, le deuxième produit. Mais la période entre les deux là, a été plus difficile sur le... La pression, là. Ben, la pression des actionnaires qui disent, ben là, gang, on est rentré avec les promesses X, Y, Z, puis vous livrez pas ça pantoute. Ça, c'est plus fatigant, mais je dormais bien quand même. Mais tu allais faire ta course. J'allais faire ma course. Fait que ça me permettait d'être plus zen avec tout ça. Mais vraiment, tu sais, des fois, tu t'aperçois que, tu sais, c'est drôle, on avait toujours fait des pas bien calculés, bien structurés. Et là, on est parti sur un trip technologique de révolutionner l'aspect technologique. On n'a pas fait nos devoirs marketing, de comprendre le besoin de notre client. Tu sais, il y a plusieurs erreurs qu'on a faites. C'est parce que l'entreprise allait tellement bien que vous avez pris ça pour acquis? Ben, c'est-à-dire que ça allait bien. On est allé chercher une compagnie en fait, on était dans l'idée c'est en 2013, ça, là, on était dans l'idée de transférer graduellement l'entreprise à un partenaire stratégique qui est Essilor, une compagnie française. Ils ont acheté 51% des actions en 2013. Fait que là, on avait un nouvel actionnaire qui était maintenant le propriétaire qui décidait et on voulait bien faire, mais on a très mal fait. Mais ça s'est replacé après, là, mais... ça a été de l'apprentissage. Oui, un bel apprentissage. On a compris que les technologies de rupture, il faut être prudent quand on fait ça, parce que de rupture, là, par ça, je veux dire, tu changes tout ce que les gens connaissent par quelque chose de complètement différent. Et tu sais, ça déstabilise tout le monde, là. Nos distributeurs, tout le monde était déstabilisé par ce produit-là. On aurait dû réfléchir davantage avant de le faire. L'intelligence artificielle, dans tout ça, là, tu parles de technologie, vous êtes une entreprise innovante. De ce que tu sais, là, je suis convaincu que tu es encore en communication assez fréquente avec des gens de Humanware quand même. Oui. L'intelligence artificielle pour ce domaine-là, là, de la malvoyance, j'imagine que ça peut changer encore plus la vie de ces gens-là. Ça change tout. Puis à quel point qu'on est avancé, à quel point qu'on peut être surpris encore par ce qui va arriver? Écoute, on est déjà extrêmement surpris. Mais d'abord, je vais te dire, nous, on a commencé là, à travailler avec Yoshua Bengio, je te dirais, ça doit faire presque une dizaine d'années maintenant. Là. Donc, on a eu des
des étudiants au doctorat de Yoshua qui sont venus travailler chez nous. On a fait des premiers essais sur différentes choses. La première chose que l'intelligence artificielle a fait, c'est les premiers pas les plus importants, c'est dans la reconnaissance des images et l'interprétation des images. Pour nous, ça changeait tout parce que le texte, on n'a pas de problème à reconnaître ça pour une personne qui a une déficience visuelle. Mais lorsqu'il s'agit d'images, de graphiques, de choses plus complexes, on n'avait pas d'outils pour le faire. Et là, tout d'un coup, est apparu cet outil-là. Et on a, par exemple, un produit qui est un GPS pour les non-voyants, auquel on a ajouté de l'intelligence artificielle le GPS, c'est très bien, ça permet de se déplacer, par exemple, dans un milieu urbain, de trouver l'adresse où tu dois aller, mais trouver la porte où tu dois rentrer quand tu es aveugle, là, ça, c'était la difficulté. Donc, c'était les derniers 10-20 mètres, comment je vais trouver ça. Et là, on a, avec la technologie de l'intelligence artificielle, on a réussi à pouvoir identifier les portes. Donc, avec l'image, tu prends, l'appareil a une caméra, puis à un moment donné, il détecte des portes, puis il guide la personne jusqu'à la porte pour le permettre d'entrer dans l'endroit où il s'en va. Donc, ça, c'est un exemple, mais écoute, moi, j'ai vu des exemples de... Est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient? Ben, ce que je sais, non, je ne suis pas dans le secret des yeux, mais je sais que pour nous, les choses qui s'en viennent sont extrêmement importantes. On va avoir, par exemple, j'ai vu des démonstrations de choses où tu es assis dans un restaurant, tu prends une photo du plat que tu viens de commander et tu as une description complète, là, vraiment désarmante, là, où il dit il s'agit de telle viande, de telle chose avec une sauce qui semble être de tel type, avec des accompagnements de légumes, de ça. Et donc, il te décrit ton assiette, puis il te dit l'endroit où sont placées les choses dans ton assiette. C'est désarmant de voir ce que l'intelligence artificielle peut faire. C'est sûr qu'on est tous très préoccupés par l'intelligence artificielle. Je vais parler juste pour la déficience visuelle. Pour la déficience visuelle, c'est un énorme pas en avant qui va permettre plein de choses dans l'avenir, là, qui vont, en fait, description de scène, description d'images, facilité de trouver des choses, hein, parce que visuellement, nous, on fait plein de choses qui nous semblent anodines, là, mais pour une personne aveugle, il y a plein de choses qui ne sont pas possibles. Une chose, conduire une voiture, qui est le rêve d'à peu près tous les aveugles, va devenir possible éventuellement. Dans pas très longtemps. Dans pas très longtemps, c'est ça. J'ai 2 dernières questions en terminant. Gilles, ta rencontre la plus impressionnante dans ta carrière d'entrepreneur avec une personnalité, avec un politicien, toutes les occasions qui t'ont été données de rencontrer des gens, c'est en une qui a été plus marquante que les autres? Ben, écoute, oui, il y a quelques personnes là, qui m'impressionnent davantage, mais ce ne sont pas des personnes connues. Okay. Ça va être des gens... Jim Fruchtman, par exemple, qui est c'est vraiment un entrepreneur social. Là, donc, c'est un social entrepreneur là, qui a parti, je te dirais, 8 entreprises différentes, mais toujours but non lucratif, à fort impact social, qui a comme objectif de remplir les trous où les entreprises à but lucratif iront pas parce que... mais ça va, oui, de certains produits pour les aveugles ou certains services pour les aveugles jusqu'à l'action climatique. Moi, des entrepreneurs sociaux comme ça m'anime beaucoup. Je dirais que, en fait, souvent, ce que je dis là, aux entrepreneurs, si vous n'êtes pas capable de définir votre mission en fonction de l'impact social que vous avez ou de votre contribution à la société, c'est que vous n'êtes pas à bonne place. Okay? Donc, parce qu'il y a des gens qui vont définir leur mission, mettons, qui font des armes pour le militaire. Ils vont définir leur mission en disant que c'est important de protéger la liberté qu'on a et tout ça.
moi, j'en ferais pas de ça, mais je comprends que quelqu'un pourrait définir sa mission comme ça. Mais si ça t'anime pas, si tu penses pas que tu as raison, que tu as une contribution sociale importante, ton entreprise, elle devrait pas être, ou ça devrait pas être toi, en tout cas, qui la gère. Tout à fait. Moi, je pense que c'est important. Puis c'est un message que j'essaie de dire aux gens. J'ai aidé je me souviens, une entreprise, une grosse entreprise là, de 500 employés. J'étais sur leur comité aviseur. Puis, ils me défilent leur mission qui était très technique, là. Puis je leur ai dit, à qui vous parlez quand vous faites ça? Vous ne parlez qu'à vos ingénieurs, parce que tout le reste du monde, il s'en fout de comment vous faites ces choses-là. Exact. Ils veulent savoir c'est quoi votre impact, qu'est-ce que vous faites pour la société, pour développer quelque chose de bien. Et au final, mais je vais peut-être être un peu froid, mais les entrepreneurs qui se disent, moi, je veux partir en affaires, moi, je veux faire la croissance, je veux exporter, dans le but de faire de l'argent, je pense pas que c'est Mais c'est pas la bonne motivation. C'est pas la bonne motivation. Au final, ça va arriver si tu fais bien les choses, mais j'entends souvent dire des gens, moi, je veux faire de l'argent dans la vie. Moi, je vais me partir en business pour avoir mon horaire et faire de l'argent. Ouais. Mais de ton message, j'entends que l'humain, la mission, c'est ça la première chose que tu dois établir. Oui. Après ça, il y aura d'autres éléments positifs. Il faut avoir du fun dans la vie aussi. Hein? Puis si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, puis tu vas être déçu si c'est juste pour faire de l'argent. Mais moi, j'ai quand même confiance. Je vois des jeunes là, qui sont vraiment passionnés. Ils veulent faire de l'argent. Puis ça, c'est très bien. Parce qu'il y a certaines générations, là, peut-être un mois entre les deux, là, mais c'était mauvais de faire de l'argent ou c'était pas bien vu de faire de l'argent. Moi, chez Humanware, je leur ai dit, notre première valeur chez Humanware, c'est cause et mission, c'est-à-dire c'est la mission, les gens qu'on sert. Mais la deuxième, c'est l'efficacité. Puis l'efficacité, pour moi, le message que je passe, je leur disais, si on n'est pas profitable, on ne pourra pas continuer à aider les gens. Donc, il faut que vous compreniez qu'il faut être efficace. On n'est pas à but non lucratif. On ne recevra pas des subventions ou des dons du monde pour faire ça. Donc, il faut la générer, cet argent-là, pour le faire. Et je pense que cet équilibre-là, là, entre la passion ou la contribution sociale et faire de l'argent pour continuer à le faire, et oui, pour se récompenser pour les efforts qu'on fait, mais un peu tout le monde, je pense que ça fait partie de la game, puis c'est correct. Mais je suis totalement d'accord avec toi. Posez-vous la question en tant qu'entrepreneur, si votre seule motivation, c'est de faire de l'argent, il va manquer quelque chose à quelque part dans votre cheminement. Okay? Je ne dis pas au contraire, moi je pense que quelqu'un qui a soif de faire de l'argent va être aussi un bon entrepreneur s'il y a une passion qui s'associe à ça. Le plaisir, aimer ce qu'on fait, c'est la base de tout. Là. Les prochaines années, ça va ressembler à quoi? Là? Jeune retraité, t'as été partout dans le monde, t'as eu plein de beaux projets. Ouais. Y a-tu des choses que tu avais mis de côté dans ta carrière que tu t'es dit, bon, mais là, maintenant, je vais le faire? Est-ce que tu es tenté par un autre grand projet ou c'est quoi? Comment tu vois l'avenir? Ben, écoute, pour l'instant, moi, c'est plus de redonner. Là. Donc, l'expertise qu'on a développée, tu sais, quand ça fait 30 quelques années que tu travailles dans un domaine en tant qu'entrepreneur, puis tu touches à plein de choses, c'est pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Puis je le dis aux gens qui sont autour de moi, vous avez développé une expertise que ceux qui démarrent maintenant ou ceux qui ont une entreprise mais qui est rendue à tel stade, on peut vraiment aider. Tu sais, le mentorat de Drummond Économique, c'est une belle plateforme pour redonner aux entrepreneurs. Puis, je te dirais, c'est tellement valorisant de faire ça là, qu'à certains moments, je me dis, je le fais-tu pour le mentorer ou je le fais pour moi? Tu sais? Puis, je pense que je le fais en partie pour moi. Maintenant, il y a plein de choses, oui, que je fais maintenant que j'avais moins le temps de faire. Tu sais. J'ai plus le temps de jouer 2 à 3 fois au hockey par semaine, de jouer 2 fois par semaine au tennis, de faire des choses qui me passionnaient avant, qui m'ont toujours passionné, mais qui j'avais moins de temps. Ça, j'aime beaucoup ça. Je suis grand-papa depuis une semaine et demie. Wow. Donc, mon petit-fils... Je vais être présent, je vais être moins absent que je l'ai été pour mes garçons, je pense. Mais non, tout ça, puis il y a comme
quand je dis redonner aussi, je m'implique beaucoup au niveau philanthropie. Là. Je travaille beaucoup avec, en ce moment, le Centre de pédiatrie sociale de Drummondville, qui s'appelle Les Petits Bonheurs. C'est important. J'ai toujours pensé que pour, jaillit les inégalités sociales, puis il y a un cercle vicieux vraiment de la... Il y a des gens qui sont dans une situation vulnérable, dans la pauvreté, tout ça. Et évidemment, les enfants qui sont issus de ça n'ont pas aussi bien stimulé, tout ça. Donc, je cherchais à m'impliquer dans un domaine, je pensais que c'était en éducation pour le décrochage scolaire. Puis après ça, quand j'ai visité le Centre de pédiatrie sociale, je me suis aperçu à quel point il fallait intervenir tôt pour qu'un enfant puisse se développer. Et je vais juste te donner 2 éléments. Là. D'abord, un enfant de 3 ans qui vit dans un milieu favorisé, dans les familles qu'on connaît, va connaître 300 mots de plus qu'un enfant qui vit dans un milieu défavorisé. Ben moi, je ne savais même pas qu'un enfant de 3 ans savait 300 mots. S'il y en a 300 mots de moins, c'est le seul. Et là, on ne serait pas surpris, mais évidemment, quand cet enfant-là défavorisé arrive en maternelle, il est nettement en arrière de tout le monde. Il se sent comme un moins que rien parce qu'il n'arrive pas à comprendre ou à suivre les autres. Donc, tout ce cheminement-là fait en sorte que cet enfant-là, il y en a qui s'en sortent bien, là, mais il va nécessairement avoir plus de difficultés que les autres. Donc, en intervenant tôt, en permettant à ces enfants-là de développer leur estime de soi, on arrive, je pense, à faire beaucoup mieux. Fait que c'est des causes comme ça qui m'animent aussi. Je m'implique un petit peu à gauche par droite pour ça. Je pense que la communauté drummondvilloise va continuer de pouvoir miser sur ton support, sur ton aide, sur ton temps. Donc, bravo honnêtement pour toute ta carrière, pour toutes tes réalisations. Ça a été un honneur de te recevoir aujourd'hui sur le balado. Merci. Et, je te souhaite du bon moment en famille. Merci, Simon. Bye bye. Bye.